La cérémonie d'inhumation du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a eu lieu solennellement au cimetière de Mazik à Hanoï. Les sentiments profonds et sincères des millions de Vietnamiens montrent le plus grand respect pour le secrétaire général Nguyen Phu Trọng, un dirigeant exceptionnel. Le pays compte plus de 800 000 invalides de guerre. Beaucoup d'entre eux sont pionniers dans les activités économiques et ont récolté des succès. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, 26 juillet, les funérailles nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trọng se sont poursuivies à la maison funéraire nationale, rue Trần Thánh Tông, à Hanoï, au palais de la réunification à Ho Chi Minh Ville et dans le village de Lai Da, en banlieue de Hanoï. Des centaines de milliers de personnes sont venues rendre hommage au leader du PCV. Après les visites de condoléances à 13h, la cérémonie de commémoration et d'adieu du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a commencé. Puis, le cortège funéraire a conduit son cercueil au cimetière de Mazik, son lieu de repos éternel. Lors de la cérémonie de commémoration, le président To Lam a prononcé l'éloge funèbre, affirmant que le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng est une perte énorme pour le parti, la nation et le peuple vietnamien. Il a souligné que l'héritage du secrétaire général consoliderait la confiance du peuple vietnamien dans l'édification du socialisme, contribuant ainsi au développement des mouvements ouvriers dans le monde entier à cette époque. Dans son éloge funèbre, le président To Lam a aussi affirmé la volonté du parti, du peuple et de l'armée de suivre la recommandation du secrétaire général. Si vous êtes un être humain, soyez communiste, servez de tout cœur la nation et le peuple. Les dirigeants du parti et de l'État, les invités internationaux et la famille du secrétaire général ont observé une minute de silence en hommage du secrétaire général. La famille du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a exprimé ses sincères remerciements au parti, à l'État, aux citoyens du pays, aux compatriotes vietnamiens à l'étranger et aux amis internationaux pour leur sentiment et le soutien apporté à leur père et à sa famille. Après la cérémonie commémorative, le char funèbre a conduit le cercueil du secrétaire général Nguyen Phu Trọng à travers les principales rues de Hanoï pour la dernière fois. Le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a laissé une grande tristesse chez le peuple vietnamien et ses amis internationaux. Les dirigeants de haut rang de plusieurs pays sont venus au Vietnam pour lui rendre un dernier hommage. Plus de 3000 délégations ont adressé leur respect et condoléances dans les sièges des ambassades et des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger. Aujourd'hui, le corps des millions de Vietnamiens, avec une émotion et un chagrin infini, s'est tourné vers Hanoï pour accompagner le secrétaire général Nguyen Phu Trọng vers sa dernière demeure. La cérémonie d'inhumation du secrétaire général a eu lieu à 15h au cimetière de Mazik à Hanoï. Des millions de cœurs de Vietnamiens se tournent vers un seul cœur. Les sentiments profonds et sincères du peuple vietnamien envers le secrétaire général Nguyen Phu Trọng montrent le plus grand respect et l'appréciation des habitants pour un dirigeant exceptionnel. Un homme qui a pensé et agi durant toute sa vie selon la devise « L'honneur est la chose la plus noble et la plus sacrée ». Malgré la forte chaleur, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Hanoï pour attendre de voir le cortège funèbre et dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Ce groupe d'habitants venus de Hà Tĩnh a parcouru 400 km pendant toute la nuit pour pouvoir arriver à temps. Je suis très émue.
Le secrétaire général a consacré toute sa vie au pays et au peuple vietnamien. Les amis internationaux tournent aussi le cœur vers le Vietnam ces jours-ci. Le long des rues, de nombreuses personnes portaient des photos du secrétaire général. Silence sacré, larmes aux yeux, mains jointes en prière. Tout le monde était calme, solennel, attendant avec impatience le moment où il pourrait voir le char funèbre et dire au revoir aux dirigeants bien aimés. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour les habitants. Je suis très émue en ce moment. Comme tout le monde présent ici, je veux l'accompagner pour un moment lors de son dernier parcours. Les 5 membres de cette famille viennent de Bến Tre dans le delta du Mekong. Ils ont parcouru plus de 1000 km pour dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Les gens du Sud éprouvent un grand respect et sont très tristes devant le décès du secrétaire général. Je veux lui dire qu'il pourrait être rassuré car les citoyens vietnamiens seront unis pour suivre son exemple. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a consacré toute sa vie au parti et à la nation. Il appartiendra pour toujours à la patrie et au peuple vietnamien. Ce vendredi matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son épouse ont reçu le secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse à l'occasion de leur visite au Vietnam ou assister aux funérailles nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a exprimé ses remerciements les plus profonds au parti, à l'État et au peuple du Laos pour leur sentiment sincère devant le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Le Laos a notamment organisé un deuil national de 2 jours en hommage du dirigeant vietnamien. Concernant les relations bilatérales, les 2 dirigeants ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, les résultats de la 46e réunion du comité intergouvernemental, ainsi que les solutions pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement dans les temps à venir entre les 2 pays. La 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN AMM 57 s'est ouverte jeudi à Vientiane, au Laos. L'AMM 57 et les réunions connexes ont pour thème ASEAN renforcer la connectivité et la résilience. Les ministres des Affaires étrangères et leurs partenaires discutent de la mise en œuvre des priorités de l'ASEAN pour 2024, du processus de construction de la communauté de l'ASEAN, de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, ainsi que de la situation internationale et régionale. Du 24 au 27 juillet, de nombreux documents importants devraient être adoptés pour servir de base à la coopération au sein de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires dans les temps à venir. À l'occasion du 77e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des morts pour la patrie, la cérémonie commémorative et d'enterrement des dépouilles de 106 martyrs inconnus a eu lieu ce mardi matin au cimetière des martyrs de la province de Binh Phuoc, au sud. Les délégués ont offert de l'encens et déposé des fleurs en mémoire des héros et des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté nationale, ainsi que pour le noble devoir international. Au cours de la 2e phase de la dernière saison sèche, l'équipe K-72 du commandement militaire provincial de Binh Phuoc a fouillé et récupéré les restes de 106 martyrs morts au Cambodge. Tous les martyrs n'ont pas été identifiés. Après plus d'un demi-siècle de lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, le pays compte plus de 4 millions d'anciens combattants, dont plus de 800 000 invalides de guerre. Revenant à une vie normale, la plupart des invalides de guerre ont surmonté de nombreuses difficultés pour gagner leur vie. Beaucoup d'entre eux ont non seulement réussi à sortir de la pauvreté, mais ont également aidé leurs coéquipiers à se développer économiquement. 6 000 poulets et 100 pamplemoussiers avec des bénéfices annuels de plusieurs centaines de millions de dons.
C'est le résultat de nombreuses années de travail acharné de M. Lê Văn Huệ. De retour du champ de bataille cambodgien, il était déterminé à surmonter les épreuves et les douleurs de la maladie pour développer sa carrière. Au début, les choses étaient très difficiles. J'ai passé beaucoup de temps à visiter de nombreux endroits, à rechercher de nombreux modèles de développement économique pour tirer les leçons de mon expérience. Je crois que si je travaille dur, ma vie s'améliorera. Développant également dans le domaine de l'élevage avec l'aide de ses camarades, le vétéran Nguyễn Văn Lý et sa femme possédaient une ferme avec environ 8000 poulets. Ils fournissent chaque jour 7000 œufs au marché. Avant, ma famille était très pauvre. Grâce au soutien des camarades de l'Association des anciens combattants, nous avons pu développer notre élevage de poulets. Aujourd'hui, nous avons des emplois et des revenus stables. Depuis de nombreuses années, le mouvement Les vétérans s'entraident pour réduire la pauvreté s'est largement répandu dans les associations d'anciens combattants à travers le pays. Grâce à cela, il existe désormais de nombreux modèles économiques efficaces détenus par des anciens combattants. Premièrement, nous nous rencontrons pour trouver nos points forts. Nous cherchons ensuite des moyens de mobiliser des capitaux. Si nécessaire, nous sommes prêts à prêter de l'argent à nos coéquipiers pour le développement économique. Chaque année, nous organisons des sessions de formation et des visites de modèles agricoles et d'élevage locaux pour nos membres. Depuis 2022, tous les membres de notre association ne sont plus des ménages pauvres. Selon les statistiques, chaque année, en moyenne dans tout le pays, plus de 9000 anciens combattants sont reconnus comme de bons ménages de production et d'affaires. Après des années de dévouement à la paix et à l'indépendance de la nation, ils continuent aujourd'hui à surmonter les difficultés pour construire et développer le pays. Près de 40 000 hectares de culture de la moyenne région et du Delta du Nord ont été inondés à cause de la tempête numéro 2. Selon le département de l'irrigation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Hanoi, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam et Hưng Yên recensent les plus grandes superficies de culture inondées. Face à cette situation, les localités sont appelées à mettre en œuvre des plans d'intervention spécifiques pour sauver les cultures agricoles et minimiser les dégâts. Actuellement, le niveau d'eau en aval de la rivière Rouge reste encore élevé, ce qui affecte l'efficacité du drainage dans les zones côtières du Nord. Plus de 70% de la population de la province de Lai Châu mène une vie liée à la forêt. Depuis de nombreuses années, grâce au travail de protection et de développement des forêts, la vie des habitants locaux s'est beaucoup améliorée. Le maintien des forêts aide non seulement à créer des moyens de subsistance à long terme, mais contribue à la protection de l'environnement. C'est aussi le bénéfice que les gens, en particulier les minorités ethniques de Lai Châu, tirent des forêts vertes. Cette zone plate de la vallée couverte de forêts verdoyantes est le trésor du village de Koh Phuong. De nombreuses entreprises souhaitent les acheter ou les louer pour développer le tourisme, mais n'obtiennent pas le consentement de la population. Car cette zone forestière naturellement régénérée est la source de vie de tout le village. Depuis des générations, les gens d'ici n'ont pas loué de forêt. Nous prenons bien soin de la forêt, c'est pourquoi il y a tellement d'arbres. Cette forêt régénérée apporte du bonheur et nous permet d'avoir de l'eau propre. Entretenir les forêts permet d'avoir des sources d'eau abondantes et des rizières vertes. La préservation des forêts contribue à prévenir les glissements de terrain, à la dégradation des terres et aide aussi les gens à échapper à la pauvreté. Les autorités du district et de la province de Lai Châu créent les conditions nécessaires pour que nous puissions planter des arbres de Michelia mediocri. Même si l'arbre met beaucoup de temps à pousser, les bénéfices seront très élevés. C'est un arbre qui élimine la faim et réduit la pauvreté. Les droits sont associés à des responsabilités. C'est pourquoi jusqu'à présent, la province de Lai Châu a créé 878 groupes spécialisés pour la protéger les forêts.
De belles routes en béton et de nouvelles maisons spacieuses sont autant de résultats de la protection des forêts. La province de l'Aishou bénéficie de plus de 400 milliards de dollars de services environnementaux forestiers. La superficie forestière ici augmente de près de 1% chaque année. Nous travaillons en coordination avec les unités pour développer une politique de vente de crédit carbone. Grâce à cela, les revenus des gens s'amélioreront. Pouvoir échapper à la pauvreté et s'enrichir grâce à la forêt est la motivation des populations ethniques d'ici pour continuer à protéger et à verdir les forêts du village. Notre journal a continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Et voici tout de suite le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Les obsèques nationales du secrétaire général Nguyen Phu Trọng ont eu lieu les 25 et 26 juillet selon les rituels de deuil national. Les cérémonies commémoratives solennelles ont été organisées par le comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale du Vietnam, la présidence de la République, le gouvernement et le comité central du Front de la Patrie du Vietnam en compagnie de sa famille. Des millions de Vietnamiens ont exprimé leur profonde tristesse devant le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng, un véritable communiste, un dirigeant éminent et un enfant prodige de la nation. De nombreux pays ont envoyé des délégations de haut rang à Hanoï pour assister aux obsèques et dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Au siège des ambassades vietnamiennes à l'étranger, de nombreux dirigeants étrangers sont venus adresser leurs plus sincères condoléances à l'État et au peuple vietnamien. Le président de la République, Tô Lâm, a rencontré lundi 22 juillet à Hanoï une délégation des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, à l'occasion de la 77e journée des Invalides de guerre et des héros morts pour la patrie, le 27 juillet. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, le président Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Il a souligné l'engagement indéfectible du parti et de l'État à soutenir les familles des soldats tombés au champ d'honneur, les invalides de guerre et des vétérans. À l'occasion du 76e anniversaire de la journée des Invalides et des morts pour la patrie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé mardi et a pris la parole à la conférence organisée en l'honneur des personnes méritantes de la Révolution. Lors de cet événement, le chef du gouvernement, les dirigeants des ministères et les représentants des familles de martyrs ont appuyé sur le bouton déclenchant le fonctionnement de la banque de gènes des martyrs. À cette occasion, des résultats d'examen ont été remis à 10 familles de martyrs, dont 4 ont déjà pu rapatrier les restes de leurs héros dans leur localité d'origine. Le 23 juillet, le comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni pour décider de la répartition et de la fusion des unités administratives pour la période 2023-2025 dans les provinces de Nam Định, Sóc Trăng et Tuyên Quang. Les 3 résolutions entreront en vigueur le 1er septembre prochain. De plus, le comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné l'ajout du projet de loi sur les données et le projet de loi amendé sur les officiers de l'armée populaire vietnamienne dans le programme d'élaboration des lois et ordonnances de 2024. Au cours de la semaine écoulée, la tempête numéro 2 a frappé le golfe du Tonkin.
Elle s'est affaiblie ensuite en une dépression tropicale. De fortes pluies et des crues soudaines ont causé de nombreux dégâts dans les provinces montagneuses de Selat et de Điện Biên au nord. Dans la province de Điện Biên, cette tempête a fait 2 morts, 5 disparus et 4 blessés. À Selat, plus d'une douzaine de maisons ont été emportées par les inondations ou ensevelies par les éboulements. Les travaux de sauvetage et de réparation de dégâts se sont accélérés. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a approuvé le 24 juillet les propositions du Vietnam sur l'orientation et la vision de la recherche, de la préservation et du développement du secteur central de la cité impériale de Thăng Long. Cette décision a été prise lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial à New Delhi, en Inde. L'approbation du dossier devrait ouvrir la voie à la restauration de l'espace et de la salle principale du palais Kinh Thiên, qui est une relique importante. Le delta du Mékong est connu pour ses marchés flottants, ses vergers, ses jungles de cocotiers, mais aussi pour ses marais salants. Rendons-nous dans la province de Bạc Liêu pour découvrir la beauté des marais salants et les travaux des saliniers locaux. Nichés le long des côtes de la province de Bạc Liêu, ces marais salants offrent un panorama captivant. Le processus de formation de ces champs de sel implique le pactage d'eau de mer dans des bassins, suivi de l'évaporation naturelle de l'eau, laissant derrière elle une fine couche de cristaux de sel. La saison de fabrication du sel à Bạc Liêu dure souvent de novembre à avril. La méthode de fabrication traditionnelle comprend 4 étapes principales: le prélèvement de l'eau de mer, le stockage de l'eau, la vaporisation de l'eau et la cristallisation. Avant de faire entrer de l'eau de mer dans les champs, les saliniers utilisent de lourds rouleaux pour tasser le sol afin de minimiser l'infiltration de l'eau de mer dans le sol. Nous suivons la méthode traditionnelle. Il faut niveler le terrain pour pouvoir libérer de l'eau de mer et obtenir du sel sur une même superficie. Pendant la saison sèche, nous produisons du sel, et pendant la saison des pluies, nous relâchons des crevettes et des crabes. Toutes les étapes de fabrication et de récolte du sel se font sous le soleil brûlant. Ces dernières années, les saliniers ont appliqué les avancées techniques dans la production de sel. L'eau de mer s'évapore dans un champ recouvert d'une bâche en plastique. Cette méthode permet d'obtenir des grains de sel plus blancs et un temps de cristallisation plus rapide, contribuant ainsi à améliorer la qualité des grains de sel et à augmenter la productivité. Ces grains de sel n'ont cristallisé que depuis un jour. Il faudra encore 9 ou 10 jours pour qu'ils grossissent et soient vraiment blancs. L'eau de mer à Bạc Liêu est propre et saline, ce qui permet d'obtenir un sel de qualité rapidement. Je fais ce métier depuis des décennies. Les marais salins sont comme ma maison. Les saliniers de Bạc Liêu sont attachés à leur métier avec un amour simple mais profond. Cet amour et cette fierté ont augmenté lorsqu'en 2013, le sel de Bạc Liêu a été certifié par l'Office national de la propriété intellectuelle. Et en 2020, la fabrication du sel à Bạc Liêu a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national. Cependant, le métier est encore confronté à de nombreux défis. Le plus difficile, c'est la météo. La fabrication du sel nécessite un soleil brûlant. Nous suivons de près les prévisions météo. S'il va pleuvoir ou si une dépression tropicale arrive, nous devons ratisser les champs de sel immédiatement, car lorsqu'il pleut, le sel se dissout très rapidement. La fabrication du sel est un métier qui demande un travail très acharné. C'est un métier très communautaire, saisonnier et influencé par la météo.
C'est pourquoi, nous avons appelé les saliniers à rejoindre les coopératives pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien financier, de techniques et de connaissances. Cette coopérative n'a été créée que depuis 2 ans. Jusqu'à présent, elle compte une superficie de plus de 50 hectares. La coopérative couvre toute la production de sel. Le sel brut est vendu en gros à des producteurs à travers le pays, mais aussi utilisé comme une source de matières premières pour les activités de production de la coopérative. Au début, nous avons eu du mal à lever des capitaux. Mais les saliniers ont été volontaires pour apporter de l'argent afin d'investir dans les équipements de transformation du sel. À cela s'ajoute le soutien des autorités locales et du service de l'agriculture. Actuellement, notre coopérative fournit sur le marché 8 types de produits à base de sel, dont des produits destinés à l'exportation. Le sel de Baglio est apprécié non seulement dans le pays, mais s'exporte aussi de plus en plus, notamment vers la République de Corée et le Japon. Les 2 principales gammes de produits d'exportation sont le sel alimentaire et le sel d'assaisonnement. Un grand avantage est que la zone de matières premières de Bac-Lieu a obtenu une indication géographique protégée ainsi que la certification du patrimoine culturel immatériel national. Cela permet de promouvoir la marque commerciale du sel de Bac-Lieu. D'ici 2030, Bac-Lieu maintiendra sa superficie de production de sel d'environ 1500 hectares. Cependant, la province vise une augmentation de 30% de la valeur du sel de Bac-Lieu. Les autorités et les saliniers pensent qu'avec leur amour et leur détermination à préserver leur métier traditionnel, le sel de Bac-Lieu se popularisera de plus en plus. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.